Salut à toutes et à tous, c'est Galilex, bienvenue dans cette vidéo analyse des deux derniers chapitres de Berserk qui sont sortis ce vendredi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, un petit peu aussi, on va un petit peu parler de la chaîne, du futur de la chaîne, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, je m'en excuse, je dois avouer que, voilà, je vais profiter un petit peu de l'intro. Je n'avais pas beaucoup d'idées de vidéos, voilà, j'étais vraiment à fond sur Elden Ring, je le suis toujours. Là, je vous ai mis un petit gameplay de Dark Souls 1 pour un petit peu meubler avant qu'on passe un petit peu à l'analyse du chapitre. Mais voilà, je vais parler un petit peu plus de tout ça en détail. J'aimerais plutôt garder ça pour la fin de la vidéo et garder un semblant de rythme, c'est-à-dire que maintenant je vais parler du chapitre, je vais parler de Berserk et on parlera de la chaîne et des vidéos à la fin de celle-ci. Allez, on est parti. Donc bien évidemment, cela paraît comme une évidence, mais je préviens quand même, je vais spoiler donc l'intégralité des chapitres 365 et 366. On va théoriser, on va analyser un petit peu tout ce que les assistants de Miura, le studio Gaga, ainsi que Koji Mori nous ont préparé pour ce chapitre. Donc voilà, vous êtes prévenus, on commence maintenant avec une petite rétrospective de ce qui s'est passé pendant ces deux chapitres, et ensuite on part sur l'analyse. Donc le chapitre commence là où on s'était arrêté au 364, ce fameux panel qui avait surpris tout le monde, voilà, le Moonlight Child, donc l'enfant au clair de lune, était bel et bien Griffith. Il y a eu beaucoup de théories avant cela. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler donc de la réaction de tout le monde. C'est ce qui se passe au début du chapitre 365. On voit tous les habitants de l'île, les sirènes, on voit Puck, on voit beaucoup des créatures mythiques, donc on voit les petites créatures inspirées du folklore écossais, j'ai oublié leur nom, on voit les centaures, etc. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, on sent une présence, voilà, tous ces êtres sentent vraiment la présence d'un être très important qui est très particulier, une OD très différente. Donc voilà, ça commence, on montre un petit peu les personnages. De toute façon, comme vous l'avez sûrement vu, les deux chapitres sont très peu bavards, on fait beaucoup de panels, on fait beaucoup de non-dits. Voilà, on montre les personnages, on montre leurs réactions. Voilà, c'est très interpersonnel, il n'y a pas beaucoup de dialogue, beaucoup d'action, c'est assez ciselé. Et ça, on en reparlera un petit peu dans l'analyse, mais c'est un choix éditorial, je pense, qui a été fait vraiment pour qu'on sente toute la pression qui se passe à ce moment-là. Donc par la suite, on attaque vraiment le gros du chapitre. J'oubliais juste avant de continuer, un gros big up à Scantrad. Je vous conseille ce site si vous voulez lire des mangas en scan. Ils sont très bons, leur traduction est vraiment qualitative. Donc voilà, ça c'était le petit big up à Scantrad si vous vous demandiez d'où je tenais les panels du chapitre. Donc voilà, on parlera aussi de l'aspect design graphique plus tard, donc je continue. On a donc Casca qui se précipite à l'extérieur, Shirke qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui sent quelque chose, et là on voit donc le panel où Griffith se retourne, Guts est sous le choc, très énervé, voilà, Casca qui littéralement pète un plomb en se remémorant tous ces événements traumatiques, et c'est très intéressant de remarquer qu'il n'y a pas que les événements de l'éclipse, mais bien des événements traumatiques qui se sont passés à la Tour des Châtiments, et beaucoup d'éléments aussi qu'elle a subis lors de sa route vers Elfhelm, aussi l'attaque de Guts, si vous vous souvenez, c'est quand Guts a déraillé lui aussi et a attaqué Casca. Donc voilà, on a tout ça qui se met un petit peu en place, et là on a Guts qui se lâche, et la première réaction c'est qu'il se jette littéralement sur Griffith. Alors ensuite on a évidemment, je voulais faire un petit focus sur la réaction de Shirke et vraiment de l'œil un petit peu reptilien de Griffith. Lorsque vraiment elle sort et elle voit Griffith, il y a un choc, on voit directement que son corps est comme aspiré, et tout de suite c'est son corps astral qui va répondre plus que son corps physique. Donc ça, voilà, on en reparlera un petit peu, il y a une répercussion du coup dans le chapitre 366, mais voilà. J'aimais bien ce panel parce que je trouve qu'il est un petit peu important pour la suite des événements. On a ensuite le gros panel où Guts vraiment se retient vraiment la bestialité de l'armure du Berserker qui veut encore prendre le dessus, Casca qui essaye de se contrôler, voilà, et on a bien évidemment Guts qui s'élance sur Griffith, avec Casca qui n'en peut plus. Donc voilà, encore une fois, le chapitre est très axé, le 365, après le 366 développe un peu plus sur ces aspects-là, mais très axé sur la réaction de tout le monde, la réaction même de Griffith, d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le panel
lorsqu'on voit qu'il se tourne, et on le voit vraiment en forme, sa forme humaine, entre guillemets, il essuie sa larme comme si, pendant une petite seconde, il était redevenu le Griffith qui arrivait à ressentir des émotions, et là, quand il se tourne et que sa larme littéralement part, il n'arrive plus à... Ça y est, il s'est transformé, il est de retour en ce Griffith très froid, très calculateur. Donc c'est un petit peu l'impression que j'ai eue. On va en parler un petit peu plus après. Donc on enchaîne directement avec le chapitre 366 qui fait un gros focus pour son bon gros, je dirais son premier tiers, sur vraiment Guts qui s'acharne sur Griffith, et Griffith qui est intouchable quasiment, qui limite se téléporte derrière lui, qui lui fait des petits sourires en coin, hautain comme pour lui dire tu n'as pas encore la puissance nécessaire pour espérer ne serait-ce me toucher réellement. Mais ce qui nous intéresse, c'est le panel en particulier que je vous montre, où on voit en bas Guts qui a l'air d'être surpris parce qu'il a peut-être coupé un cheveu de Griffith, hein. Effectivement, on a l'impression que c'est un cheveu, je pense, en tout cas, moi c'est ma théorie comme beaucoup de monde, je pense que voilà, cette théorie est plutôt fiable, que Griffith a réussi, Guts a réussi à couper un cheveu de Griffith. Ça montrerait encore une fois que la Dragon Slayer a réussi à même toucher un God Hand. Peut-être que voilà, c'est le niveau supérieur, parce qu'au début j'ai été assez surpris, un petit peu comme vous, que comment ça se fait, Griffith, etc. Bref, je vais garder un petit peu tout ce que je pense pour la partie analyse, mais voilà, un bon gros tiers du chapitre concentré là-dessus, c'est extrêmement cool, c'est extrêmement intense, les panels sont incroyables, on passe à la suite. Donc après ces multiples attaques, on a ensuite Guts qui se pose un petit moment et qui fixe Griffith pendant que Griffith se retourne hautainement devant lui, et on a l'impression qu'il comprend qu'il n'arrivera pas à le toucher, mais pourtant il se dit... Enfin, c'est même pas qu'il se dit, c'est que sa rage prend le dessus et il continue encore une fois d'attaquer Griffith sans relâche. Et puis on a ce magnifique panel, voilà, j'étais obligé de vous le mettre tellement il est beau. Voilà, c'est splendide. On en reparlera ensuite dans l'analyse. Pas grand chose à dire, la fin de ces panels-là. On va passer ensuite à ce qui se passe juste après. On enchaîne ensuite sur le point de vue donc de Shirke qui, comme je vous l'avais dit dans le 365, s'était fait comme aspirer. Et là, elle croit reconnaître la silhouette de son maître Flora. Elle en est persuadée. Je pense qu'elle réalise même pas qu'elle est dans son corps astral, tellement elle est happée par cette espèce de tempête qui se forme autour d'elle. Et là, on a donc Farnèse qui voilà, dans son corps astral, Farnèse qui rappelle son maître, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et là, on a donc l'explication de Shirke qui explique que tout autour de Griffith, il y a un maelstrom. Voilà, elle reconnaît que ce n'est pas son maître finalement. Et donc c'est une espèce d'aura qui aspire comme ça, qui transcende littéralement les êtres autour de lui. Donc voilà, ça nous montre vraiment la puissance, rien que la puissance mentale et physique que peut produire Griffith sur n'importe quel individu. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à beaucoup de choses, et ça nous d'ailleurs apprend beaucoup de choses sur pourquoi Griffith a ce pouvoir de persuasion sur les gens. J'en reparle dans la partie analyse. Donc on a évidemment un autre panel sur Guts épuisé de mettre des coups dans le vide, qui fixe encore Griffith, avec Guts et Farnèse, n'importe quoi, excusez-moi, Shirke et Farnèse qui récupèrent Casca dans leurs bras après qu'elle ait vraiment été, voilà, je crois qu'elle est tombée dans les vapes. Donc voilà, il y a un gros plan là-dessus. On se prépare à la fin du chapitre, donc, et on a donc pour terminer le chapitre Puck qui sent quelque chose qui arrive, une aura vraiment maléfique qui débarque, et là d'un coup, d'un seul, qui fonce littéralement sur Guts qui esquive in extremis. C'est Zod qui est là, messieurs dames, Zod qui fait son entrée, c'est absolument épique, et c'est sur ce cliffhanger que se termine le chapitre 366. Allez, j'ai perdu assez de temps, on passe à l'analyse maintenant. Donc j'aimerais commencer l'analyse sur ce panel de Griffith, voilà, qui se retourne, on voit la larme qui tombe, et ce visage vraiment déterminé, pur, dont on a vraiment l'habitude de voir Griffith. Pour moi, ça montre vraiment qu'il est venu spécialement pour provoquer Guts. Il a vraiment voulu montrer que depuis le début, il les surveillait. Je pense que c'est ça la principale raison qui fait que Griffith le regarde comme ça et n'est pas vraiment surpris de la réaction de Guts. Il savait qu'il réagirait comme ça. On a une scène qui est quand même très similaire à ce qui s'est passé sur la colline aux épées, si vous vous souvenez bien. Voilà, ça faisait également longtemps qu'il y avait beaucoup de théories sur l'enfant au clair de lune qui
supposément été Griffith. Également, je rappelle qu'il y avait de nombreux chapitres, si vous vous souvenez bien, sur la plage, avant même l'arc, ou en tout cas la partie de Vritannis. On avait vu une ombre vraiment au loin surveiller, comme surgir d'un coup, et on avait vu vraiment que cette ombre ressemblait beaucoup à Zod. Donc bien évidemment, par rapport à la fin du chapitre 366, on sait maintenant que oui, c'était Zod qui surveillait Griffith. On a encore beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que c'était si important pour lui de faire cette espèce de rêve, parce qu'on sait que par rapport à l'un des derniers chapitres où il s'endort avec la reine Charlotte, que voilà, il projette son corps, c'est comme s'il projetait son corps pour se transformer en ce garçon au clair de lune, et voilà, il venait spécialement surveiller Casca et Guts, voir comment se passait leur aventure. Donc voilà, pour moi ça va être très très intéressant de voir si Griffith va donner probablement une raison dans les prochains chapitres, mais voilà, moi ma théorie c'est vraiment que il n'en a pas fini entre guillemets avec eux. Il faut pas oublier que ce sont deux marqués, deux êtres à la marque, donc bien évidemment que peut-être Griffith veut en tant que God Hand désormais terminer ce qu'il a commencé. Voilà, on sait que Griffith n'a aucun remords, il l'a dit à plusieurs reprises. Voilà, même la scène avec, entre lui et Rickert qu'on a eu, où Rickert le gifle, voilà, on le sait, il a envoyé ensuite Rakshas pour aller tuer Rickert. Alors après, est-ce que c'est vraiment Griffith qui l'a envoyé directement, ou est-ce que c'est Locus? Ça c'est pareil, c'est à débat, parce qu'on se souvient que Locus était extrêmement énervé quand il a vu que Rickert avait giflé Griffith. Bon, ça c'est une autre histoire, encore une fois, j'espère que d'ailleurs on va avoir un petit peu la suite du périple de Rickert. Mais voilà ce que j'avais à dire sur ce panel. J'aimerais enchaîner avec Casca. Donc ce que j'ai trouvé très intéressant, comme je vous l'avais dit, ça va être assez rapide, c'est vraiment qu'on voit plusieurs passages lorsque Casca réalise que c'est Griffith qui est l'enfant au clair de lune. Voilà, on voit tous ces passages où elle a été traitée comme hérétique quand elle était en tant qu'Hélène, où on a voulu la brûler sur le bûcher dans l'Arc des Convictions. On voit également quand elle s'est fait défendre par Farnèse, Isidro et Shirkey dans la caverne des trolls. On voit également l'apparition des God Hand, l'éclipse bien évidemment, et on voit surtout quelque chose comme tomber. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui tombe, quelque chose qui casse. Ça, j'ai pas vraiment compris. Mais je pense que ça va avoir une importance. Si vous le savez, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur... On a l'impression, vous voyez, en haut à droite, à côté de la tête de Casca, et on le voit encore plus tomber et vraiment se briser à gauche. On dirait un espèce de bracelet. Je suis vraiment pas sûr de ce que c'est. Ça se trouve, c'est un détail tout con, hein, je ne dis pas. Et puis également, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit la bouche du dieu des mers, bien évidemment, quand elle était encore Hélène. Ça, c'est relativement récent. Donc moi, voilà, j'ai bien aimé que ça ne lui rappelle pas que l'éclipse pour une fois, mais vraiment, ça lui remonte beaucoup de traumatisme. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Donc, pas grand-chose d'autre à dire, je voulais juste le souligner. J'ai trouvé également très intéressant le fait que Guts retient vraiment la bête de l'armure du Berserker de prendre le dessus. On sent que non, il veut en découdre lui-même, il veut avoir, on va dire encore, entre grosses guillemets, son esprit complètement concentré sur Griffith. Il ne veut pas que ce soit sa bestialité qui prenne le dessus. Il veut voir de ses propres yeux le sang de Griffith couler. Je l'interprète un petit peu comme ça. Donc voilà, encore une fois, on sentait de toute manière, voilà, beaucoup avaient dit que oui, mais le problème d'Elfhelm, c'est que c'est entre guillemets beaucoup trop calme. Et on le savait que c'était le calme avant la tempête, et que dès que Guts serait reprovoqué, il allait retomber dans ses travers. C'est aussi pour ça que on avait beaucoup de scènes où Guts se posait beaucoup de questions. On a eu une évolution vraiment, je trouve, absolument incroyable, d'autant plus que j'ai relu Berserk entièrement très récemment, et que j'ai pu enchaîner après sur ces 2 chapitres, et je vous conseille vraiment de faire ça. Peut-être pas de tout relire si vous n'avez pas le temps, mais en tout cas voilà, de relire les quelques derniers tomes, ça en vaut vraiment la peine. En plus, par rapport à tout ce que le Skull Knight lui a expliqué par rapport à l'armure, on a eu pas mal de révélations. Je pense qu'il ne veut pas faire peut-être la même erreur. Si on se souvient, dans le flashback, il y a quelques chapitres, je crois 2-3 chapitres, peut-être 4, le flashback où
voilà, Guts voit ce qui s'est passé lorsque Skull Knight, le chevalier squelette, portait l'armure du Berserker. On voit que c'est Void qui était en God Hand, donc peut-être que Void est l'équivalent de Griffith pour... voyez un petit peu le parallèle entre l'histoire du Chevalier Squelette et l'histoire de Guts. Peut-être que pour le Chevalier Squelette, Void est ce qu'est Griffith à Guts. Voilà, il y a un gros parallèle. C'est peut-être pour ça aussi que le Chevalier Squelette, c'est entre guillemets, on s'entend, autant attaché à Guts, mais vous voyez ce que je veux dire, même si c'est pas vraiment attaché à lui. Donc voilà, il y a toute cette dimension qu'il faut prendre en compte et qui va être extrêmement intéressante lors des prochains chapitres, surtout vu la fin du 366. Je souhaitais également revenir sur ce panel que j'ai trouvé extrêmement intéressant lorsque Shirke explique à Farnèse, donc là on est passé au chapitre 366, lorsque Shirke explique vraiment à Farnèse qu'il y a un espèce de maelstrom, donc un maelstrom c'est une espèce de tempête, un espèce de tourbillon si vous préférez, voilà, et pour moi ce que je vous disais du coup un petit peu plus tôt, c'est que on voit vraiment une explication claire, nette et précise de pourquoi Griffith a autant de charme, c'est-à-dire qu'il a une espèce d'aura autour de lui qui lui permet de charmer les apôtres comme les humains. C'est pour ça que Locus s'est entre guillemets mis aussi facilement au service de Griffith, et c'est surtout, ça m'a vraiment fait penser au chapitre où on voit Mule, si vous vous souvenez bien, donc c'était lors de tout l'arc au début des Kushan, l'invasion Kushan, lorsque la troupe du Faucon sauve, on voit, c'est juste après que la nouvelle troupe du Faucon ait été reformée, Mule, donc vous savez le jeune chevalier noble, et donc enfin sa faction est sauvée par la nouvelle troupe du Faucon, et ensuite il prête allégeance à Griffith et il ne comprend pas pourquoi. Les larmes lui viennent aux yeux immédiatement, il a un déversement d'émotions qu'il ne contrôle pas lorsqu'il parle à Griffith pour la première fois. Il ne comprend même pas comment il peut avoir autant de confiance en lui, comment il peut lui inspirer autant de sentiments bizarre d'une certaine manière, et donc maintenant on a vraiment une explication sur qu'est-ce que Griffith fait vraiment avec son OD, son aura en général. Donc voilà, ça j'ai trouvé ce panel qui peut paraître un petit peu entre guillemets anecdotique et juste montrer la puissance de Griffith, c'est plus que ça explique beaucoup de choses. Et voilà, moi j'ai trouvé quand même que c'était important d'avoir cette petite explication claire et précise. On va donc enchaîner sur la fin du chapitre, donc l'apparition de Zod qui m'a vraiment surpris. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pété un câble derrière mon écran, j'ai fait oh non, mais en plus il y a Zod, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ça a laissé sous-entendre beaucoup de choses. Voilà, déjà il faut pas oublier que ça fait un petit moment que Guts et son groupe sont sur Elfhelm et qu'on nous a bien prévenu au début lorsqu'ils arrivent sur Elfhelm. Souvenez-vous, les Merrows, donc les sirènes, préviennent le groupe que attention, le temps s'écoule différemment sur Elfhelm. Vous avez peut-être l'impression que vous allez y passer peut-être un jour, mais ce sera une semaine qui se sera écoulée dans le monde réel. Je ne sais plus exactement combien de temps c'était précisé dans l'exemple, mais voilà, donc ça va être intéressant. Mais également, c'était qu'il y avait beaucoup de barrières protectrices pour empêcher tous les esprits malfaisants. Or, Zod étant un apôtre, donc un esprit malfaisant, c'est quand même assez étonnant qu'il ait réussi à franchir ça d'un coup, d'un seul. Donc là, dans la page que je vous montre, on voit comme si Zod avait franchi une espèce de faille. On le voit en haut à gauche, vraiment, on a l'impression qu'il franchit une faille. Et moi, je suis persuadé que c'est par rapport à ce qu'on nous avait montré il y a aussi quelques tomes de cela, 2-3 tomes avant. Griffith qui passe par qui est capable de naviguer grâce aux racines de l'arbre monde. Voilà, donc l'arbre qui a été formé avec le cadavre de Ganishka. Et donc, depuis les racines les branches, pardon, pas les racines, les branches de l'arbre monde, il est capable de se rendre en tout point. Par contre, quelqu'un qui ne sait pas utiliser ses branches se perdrait complètement et arriverait à l'autre bout de la Terre, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible qu'il ait été guidé par Griffith pour arriver jusqu'à là, parce que on voit que Puck regarde vers le ciel et on voit donc le reflet des branches de l'arbre monde. Donc voilà, ça c'est sûr et certain que Zod est arrivé par là. Après, voilà, il y reste encore beaucoup de questions. Est-ce que Griffith est dans une apparence physique ou est-ce que ce n'est qu'une apparence, une projection de lui-même spirituelle, ce qui expliquerait pourquoi Guts n'arrive pas à le couper et que Guts n'a réussi qu'à lui couper un cheveu. Et peut-être que Griffith ne s'en est pas rendu compte, mais ça pourrait être très inquiétant pour lui. Parce que si ce n'est qu'une réflexion spectrale de Griffith et que Guts est capable, avec une épée,
de lui couper un cheveu, ça annonce du très lourd pour la suite, les amis. Après, n'oubliez pas que, voilà, il reste... il faut quand même prendre en compte que Griffith est un équivalent peut-être d'un dieu, hein, dans l'univers de Berserk. Il est un God Hand. Il fait partie de la main de Dieu, il a des pouvoirs psychiques extrêmement puissants. Si vous vous souvenez, au tout premier arc du Black Swordman, la seule confrontation Femto-Guts, où Guts fonce sur Femto en hurlant Griffith, si vous vous souvenez bien. Femto arrête littéralement, sans bouger le petit doigt, il arrête littéralement le corps de Guts et l'expulse. Donc c'est pareil, on peut peut-être se dire par rapport aux révélations qu'on a eues un petit peu plus tôt que cela est expliqué par le fait que Griffith, en fait, manipule l'OD. Donc c'est peut-être le Maelstrom dont je vous parlais, c'est peut-être ça qui explique aussi qu'il a pu éjecter Guts. Peut-être que ça vient de là, en gros, les pouvoirs psychiques dans le monde de Berserk. On sait que la sorcellerie est très liée à tout ça, au corps astro, etc. Donc voilà, un petit peu tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. On va passer à la conclusion avec mon avis sur le chapitre global, sur la suite. On va parler de plein de choses. On est parti. Au global, je dirais que ces deux chapitres, étaient absolument incroyables. Voilà, encore une fois, il faut quand même se rappeler qu'il y a un an, je pense que beaucoup d'entre vous ont été comme moi et ont vraiment été dévastés par lorsqu'on a appris tout simplement que Kentaro Miura nous avait quittés. Voilà, c'est un génie du manga, c'est sûr, et le style est différent, encore une fois. Il faut quand même se rendre compte qu'on a aujourd'hui une chance inouïe en tant que fan de Berserk de voir l'œuvre continuer. Voilà, donc ça déjà, encore une fois, première chose, remercions de tout cœur le studio Gaga et Koji Mori pour le travail effectué, c'est du très lourd. Il y a des choses à améliorer, tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais on ne peut que les encourager. Parce que déjà, on va parler du dessin. Le dessin est, je trouve, absolument incroyable. Alors, certes, peut-être que le trait n'est pas aussi fin que celui de Miura, mais on est en tout cas très très proche, qualitativement parlant. En tout cas, on est à 90%, je trouve, du niveau de Miura. Je parle qualitatif, je parle pas du style visuel. Le style visuel est un peu distinct. Il est vrai que on sent que c'est pas Miura. La patte, au niveau de la patte graphique, ça c'est autre chose. Moi, je parle du niveau de qualité. Le niveau de qualité est astronomique. Voilà, pour moi, c'est 90% au même niveau que Miura. 90%. Voilà. Après, le style graphique, effectivement, diffère un petit peu. Et je vais le dire très très honnêtement, c'est un fan pur et dur de Berserk qui vous le dit. Après, ça, c'est entièrement des choix et surtout des goûts personnels, pardon. Je préfère le nouveau design de Griffith, de Casca et de Guts. Je trouve que dans ces deux chapitres, je préfère ces designs-là que les derniers designs de ces trois mêmes persos qu'a fait Miura. Voilà. Donc je parle des plus récents que Miura a fait avant sa mort. Voilà. Et je compare avec ces nouveaux designs faits par le studio Gaga entièrement. Je préfère, en tout cas, ces trois modèles. Avis personnel, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, mais moi, voilà. Par contre, Shirke et Farnèse, j'avoue avoir vraiment moins aimé leur design que le précédent, le dernier que Miura a réalisé. Encore une fois, ils s'ajusteront très probablement, on va avoir vraiment du step-up, je pense, plus on va avancer. Il y a également certains détails qui sont peut-être pas assez poussés dans les traits. Voilà, moi, je dirais que le plus gros point négatif que j'ai par rapport à ces deux chapitres, c'est que c'était vraiment court. C'était vraiment quelques pages de moins qu'un chapitre. Je parle d'un seul chapitre, hein, je crois que c'est à peu près, 16 pages, quelque chose comme ça, 14-16 pages, un chapitre. Donc en tout, on a eu quand même pas mal de pages de chapitres, vu qu'on a eu deux chapitres d'un coup. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment assez court. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a très peu de blabla et beaucoup d'action. Je pense que d'ailleurs, ça a déçu un peu de gens, mais j'ai envie de dire... Vous étiez les premiers, les gars, à nous dire que oui, il y avait trop de blabla, il y avait trop de détente dans les derniers chapitres de Berserk, ça parlait beaucoup. Là, ça parlait pas, ça parlait quasiment pas. C'était, voilà, on nous montre des plans, on nous montre ce qui se passe, bam bam bam, ça enchaîne, c'est dynamique, voilà. Donc c'est sûr que les deux chapitres se lisent très très rapidement, hein, en 3 minutes, même pas, vous avez lu les deux chapitres, hein, vraiment, c'est très très rapide. Donc voilà.
Sinon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Le 367, donc normalement, je dis bien normalement, est censé sortir le 8 juillet prochain, donc c'est relativement bientôt. On va peut-être avoir, à ce que j'ai entendu, voilà, j'ai vu ça sur Twitter, je sais pas exactement, je suis pas sûr à 100% que c'est officiel, que donc on aurait une publication bimensuelle pour Berserk, donc toutes les 2 semaines un chapitre. C'est absolument monstrueux de se rendre compte de ça, alors qu'avant on priait pour avoir un chapitre tous les 4 mois, rendez-vous compte, voilà. Encore une fois, c'est absolument incroyable. On vit dans une époque de fou pour nous, les fans de Berserk. Voilà, un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc là, bien évidemment, ça termine sur un énorme cliffhanger. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. On va sûrement avoir une alliance Guts et Skull Knight, parce que je suis sûr que le Skull Knight a senti, vu qu'il est toujours sur l'île, il a senti obligatoirement la présence de Griffith, surtout que la dernière fois que les deux se sont vus, c'était dans le corps de Ganishka, si vous vous souvenez. Il y avait eu une confrontation où le chevalier squelette avait tenté de couper Griffith, et Griffith avait utilisé un petit peu l'épée du Beherit pour couper un petit peu les dimensions. C'est un petit peu le pouvoir de Skull Knight, pour en profiter et faire éclore Fantasia et dissoudre la frontière entre le monde physique et le monde astral. Bref, là je m'égare un petit peu. Également, j'ai très hâte parce que, comme j'ai dit, le fait qu'on a vu Guts qui n'arrivait pas à blesser Griffith physiquement, ça tease, et je ne suis pas du tout le seul, ça tease un power-up pour la Dragon Slayer. Et croyez-moi que quand on va avoir Guts qui maîtrise l'armure du Berserker sans devenir justement totalement Berserk, ou alors, même s'il devient encore Berserk, mais qui a une épée infusé de magie qui peut blesser tout corps astro, ça va être une dinguerie. Voilà, je sais pas encore ce sera quoi le power-up de la Dragon Slayer, mais je pense qu'on y vient. Ce serait très étonnant que ce ne soit pas le cas. Et en tout cas, je vais m'arrêter là. J'ai parlé beaucoup dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle sortait vraiment de l'ordinaire. J'en profite pour la conclusion pour vous dire tout simplement que je vais reprendre les vidéos. Je vais faire sûrement des vidéos review de chapitres de Berserk. Je vais faire également des vidéos review peut-être de chapitres de Fairy Tail, peut-être de One Piece, une fois que la pause sera terminée. Voilà, ce sont les 3 mangas que je suis en scan actuellement. Après, je suis plein d'autres mangas, mais voilà, soit je suis pas à jour en scan, soit ce sont des mangas qui sont terminés. Voilà, bon, je sais que si je rattrape un jour Chainsaw Man, peut-être que vous aurez des reviews de Chainsaw Man. Donc oui, je sais, ça peut paraître un gros changement par rapport à la chaîne. Vous en faites pas, je vais quand même faire énormément de vidéos sur des jeux vidéo. Vous l'avez vu à la nouvelle intro. Vous en faites pas, il va y avoir des vidéos news, des vidéos sur des jeux, etc. Il va y en avoir, ne vous en faites pas. Juste simplement, je veux élargir un petit peu la chaîne. Je veux me forcer un petit peu à faire plus de vidéos parce que c'est facile pour moi d'oublier et de ne pas faire ce que je suis censé faire. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de reprendre beaucoup plus d'activités, que ce soit sur mes chaînes Twitch ou YouTube. Vraiment, je vais essayer d'être beaucoup plus présent. En tout cas, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que la prochaine vidéo sera peut-être une vidéo For Honor ou une vidéo Elden Ring, même si, encore une fois, Elden Ring, je suis un petit peu dans une impasse. Je sais pas trop quoi vous proposer en termes de vidéos, à part des vidéos de présentation de build, mais encore une fois, ce sont des builds qui me plaisent à moi. Je sais pas si ça plairait à d'autres personnes. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Voilà un petit peu pour la conclusion un petit peu brute. Voilà, j'essaye d'aller vite parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Donc voilà, en tout cas, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine et ciao tout le monde.